Vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Bienvenue à ce salon consacré à l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ce matin, ce qui nous réunit, c'est le thème concernant les actifs immobiliers dans le domaine de la logistique. Le thème de ce matin est un thème majeur pour nous, surtout qui avons commencé dans le domaine de la logistique. Je voudrais d'entrée de jeu me présenter en intégralité. Je suis Rodrigue Alia, diplômé en logistique, première promotion des logisticiens formés à l'INP-HB. En notre temps, c'était INSET, en 87. Et nous étions, comme on le disait, les cobayes de la logistique en Côte d'Ivoire. Je suis ingénieur logisticien, j'ai un MBA en Supply Chain Management de l'ISDI, Bordeaux École de Management, et j'ai un PhD en Supply Chain Management de l'Université de Stanford aux États-Unis. Nous sommes les premiers et je suis cofondateur du cabinet LSCC, Logistic and Supply Chain Management, fondé par les 3 premiers ingénieurs logisticiens de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le 2e cofondateur est directeur général du groupe Codival et le 3e cofondateur est le conseiller spécial du DG de Petrosi. Le thème qui nous réunit ce matin, en tant que modérateur, je vais présenter mes amis avec lesquels nous avons voulu faire partager nos connaissances. J'ai en premier rang Madame Tangara Fanta, qui est Country Manager de Agility, qui est une très grande société. Elle aura le temps de se présenter. Et M. Kwaku Alexandre, qui est le directeur organisation et supply chain du groupe CFAO Retail. Notre thème porte sur les actifs logistiques, chaînons manquants et sources nouvelles d'opportunités d'investissement. Je voudrais d'entrée de jeu, dans mon introduction, dire que ce qui nous préoccupe ici est un problème d'ordre national. Et ça vient essentiellement d'un constat. Constat qui part de statistiques palpables, visibles, et que nous tous, nous vivons. La Côte d'Ivoire est un gros pays importateur et exportateur de produits de toute nature. Des matières premières sont exportées par ces 2 ports, à savoir le port d'Abidjan et le port de San Pedro, en ce qui concerne nos matières premières que vous connaissez, mais nous sommes gros importateurs de produits manufacturés. Et ces produits-là nécessitent vraiment toute une logistique pour leur conservation, leur distribution et autres. Pour ne parler que du cas de la structuration de la problématique qui nous réunit, je vous donne le cas du port autonome d'Abidjan, qui se résume à 800 hectares du domaine portuaire, 150 hectares de terre-plein aménagés. Aujourd'hui, il ne nous reste que 14 magasins cales actifs, là où par le passé, on avait de nombreux magasins pour opérer nos navires, faire toutes nos opérations logistiques qu'il fallait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au port d'Abidjan, c'est environ 2500 navires manutentionnés par an, dont 1800 navires en escale commerciale. C'est 60 navires en opération de manutention portuaire simultanée. C'est un important trafic en constante progression. Nous sommes passés en 2019 de 25,7 millions de tonnes à 29,7 millions de tonnes en 2022. La croissance du trafic conteneur, des marchandises conteneurisées, tant à l'import et à l'export, c'est environ 730 827 conteneurs en 2019 pour 797 114 conteneurs en 2022.
Pour vous donner un exemple très simple, introductif de nos réalités, de nos problèmes, en 2018, les ports ivoiriens et particulièrement celui d'Abidjan, ont vécu des problèmes de congestion. D'où sont partis ces problèmes de congestion? D'abord, il y a le problème d'espace, de stockage, de manutention des navires, et il y a ensuite le problème de la gestion du trafic routier attenant à l'espace et au domaine portuaire. Nous avons au total 46 sociétés de manutention qui se partagent que 14 magasins cales. Les changements des conditions d'exploitation du port ont fait qu'aujourd'hui, on demande à tous les opérateurs de ne pas garder les conteneurs à l'intérieur du port, mais de les sortir. Et qui plus encore, les différents armateurs et consignataires ont changé encore les conditions d'exploitation de telle sorte que un conteneur qui est livré à un opérateur, à l'importation ou à l'exportation, l'opérateur a 48 heures pour dépoter son conteneur et ramener la boîte vide. Comment il fait pour stocker sa marchandise? Ça devient problématique. S'il ne ramène pas le conteneur à temps, il se reprend encore des charges qui viennent grever le coût du produit fini rendu en magasin pour la distribution. Il y a aussi une autre problématique, ce sont les difficultés d'acquisition du foncier industriel aux alentours de la zone portuaire. On vous donne un exemple très simple. En 2011, il y avait 14 000 demandes d'espace foncier industriel urbain dans la zone portuaire d'Abidjan. 14 000 demandes. C'est pour vous dire que le besoin déjà sur ce plan-là était très énorme. Un autre point qu'il faut encore relever dans notre problématique qui va nous amener à comprendre les enjeux de notre thème de ce matin, c'est le coût exorbitant du foncier en Côte d'Ivoire. Donc, à cela s'ajoutent des décisions des autorités portuaires de réduire le nombre de magasins cales au profit d'une restructuration des infrastructures de réception des navires et des marchandises par la création de terminaux spécialisés. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, au niveau du port d'Abidjan, par exemple, il y a la création de terminaux spécialisés. Il n'y a plus d'espace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque votre marchandise débarque, la première réaction des autorités portuaires est de vous demander de vous débarrasser de votre marchandise en dehors de leur espace portuaire. Que peuvent faire ces opérateurs une fois la marchandise sortie du port? C'est tout cela qui nous amène à dire que le thème qui nous réunit ce matin est un thème très important parce que nous l'avons vécu non seulement en tant qu'opérateur au moment où j'étais armateur, consignataire de navires, je l'ai vécu en tant qu'opérateur où j'étais importateur en tant que directeur de la société Dispal Côte d'Ivoire et je l'ai vécu et je continue de le vivre en tant que cofondateur d'un cabinet où je vis l'expérience au quotidien des difficultés de nos entreprises que nous accompagnons et que nous conseillons dans le domaine de la supply chain management. Je vais donner la parole à Madame Tangara Fanta et M. Alexandre Kouakou pour se présenter. Et puis, je pense que nous pourrons engager le débat sur ce thème qui nous réunit, à savoir que les actifs immobiliers industriels dans le domaine de la logistique sont de réelles opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Rodrigue. Tout d'abord, je tiens à remercier William Bella pour cette invitation, pour nous permettre en fait de parler d'un sujet qui est assez important et qui est souvent oublié, qui est l'immobilier industriel. Donc, alors, je suis Fanta Tangara, je suis country manager d'Agility Côte d'Ivoire. Alors, Agility Côte d'Ivoire, c'est une entreprise internationale qui est spécialisée dans l'immobilier industriel, c'est-à-dire la construction et la location d'entrepôts aux normes internationales. Alors, nous avons un terrain de 50 hectares sur l'autoroute du Nord et nous avons deux offres, c'est-à-dire que nous construisons des entrepôts standards qui sont
qui tiennent en compte à minima des besoins du consommateur ivoirien et des entrepôts qu'on appelle du build to suit, c'est-à-dire qu'on construit en fonction des besoins des clients. Donc, on essaie de customiser ces entrepôts-là pour eux. Donc, alors, nos entrepôts sont adaptés autant pour le stockage, pour l'industrie légère et également pour l'assemblage. Donc, je le dis encore une fois, on est le plus gros développeur pour le moment en Côte d'Ivoire dans l'immobilier industriel. Bonjour à tous, je suis Alexandre Kouakou. Je commencerai par dire merci à Williams Bella et tous les organisateurs de ce salon qui nous donnent justement cette tribune pour pouvoir échanger sur des sujets et des problématiques qui nous passionnent et qui nous occupent quotidiennement. Je suis directeur organisation et supply chain pour le groupe CFAO Consumer Retail. CFAO Retail, c'est tout simplement une entreprise de grande distribution qui déploie la solution de centres commerciaux Place sur la partie immobilière avec des centres commerciaux sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. L'exploitation et le développement de franchises sur la partie non alimentaire, dans le textile, dans la restauration et autres. Et sur la grande distribution classique avec les magasins Carrefour, Carrefour Market et Supeco. Donc pour revenir un peu sur ce que Rodrigue disait tout à l'heure et avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voulais rajouter, c'est que les solutions logistiques en termes de modernité et de solutions adaptées par rapport à la demande sont assez complexes et difficiles à trouver, que ce soit sur Abidjan et encore moins à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'en termes d'expansion pour certaines entreprises ou d'investissement pour d'autres, ça peut soit ralentir ou bloquer certains investissements. On le verra tout à l'heure avec des exemples concrets qu'on pourra partager avec vous par rapport à des situations que nos différentes entreprises peuvent rencontrer aujourd'hui. Et ce qui fait que sur un pays comme la Côte d'Ivoire qui est en forte croissance, il est important que toutes les infrastructures en termes de transport, d'entrepôt, de magasinage soient déjà adaptées d'un point de vue recherche opérationnelle, donc tout ce qui est ciblage géographique, mais surtout en interne même par rapport à toutes les demandes toutes les demandes spécifiques que certaines entreprises peuvent avoir liées à leur secteur d'activité. Ouais. Merci. Je reprends la parole simplement pour, à la suite de leur intervention, pour vous donner une autre base de données de notre réflexion, pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Dans les années 2002 à 2010, le développement des stratégies logistiques en Côte d'Ivoire était basé sur la formulation du 2PL. À moins de 2 km aux alentours du domaine portuaire dans la zone de Vridier et de Trècheville. Et en ce moment-là, les locations d'entrepôts étaient de l'ordre de 1500 francs à 2000 francs le mètre carré. Donc, pendant cette période-là, 2002 jusqu'en 2010, voici les tarifs à peu près des locations que nous avons des entrepôts au niveau de la zone portuaire. Et de 2010 à 2016, nous avons vu et nous avons subi une croissance de ces tarifs-là et une modification de la configuration et de la structure de la supply chain exécutive de nos entreprises. Nous sommes passés de la configuration 2PL à 3PL. Et les tarifs ont augmenté de 2500 à 3500 francs le mètre carré. La Côte d'Ivoire a commencé à frissonner, à bouger. Les investissements, les investisseurs commençaient à venir.
la relance économique allait de plus belle. Et nous sommes passés à des développements encore plus importants. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui sont passées à la configuration de la supply chain exécutive à fort PL. Aujourd'hui, les tarifs varient entre 3 500 et 4 000 francs, voire 4 500 francs le mètre carré. Et cette configuration logistique s'est éloignée de plus en plus des alentours du port. Aujourd'hui, on a des entreprises d'entreposage, de stockage qui sont vers Yopougon, côté autoroute du Nord et côté Bassam. Voici un peu la configuration de la supply chain exécutive qui se met en place au niveau national. Concernant seulement Abidjan, quand on prend sur la San Pedro, qui est l'autre point d'attraction, on se rend compte aujourd'hui à San Pedro subit de très grosses transformations par la construction de très gros entrepôts en dehors du domaine portuaire et même plus loin du domaine portuaire. Voici un peu ce que nous avons constaté et nous avons vu une apparition d'offres de services sur la base des taxations au tonnage manipulées en magasin par des transitaires et des logisticiens. On a vu des sociétés comme Transport Centaure Routier et autres qui sont rentrés dans des services beaucoup plus pointus, très professionnels, pour accompagner de gros clients qui ont des exigences de plus en plus poussées et qui veulent se concentrer sur leur cœur de métier. Cette société que je viens de citer a très vite compris le marché et est allée sur un segment de marché à très forte valeur ajoutée. Voici un peu ce que nous pouvons dire des conséquences des mesures prises en amont par les autorités portuaires et qui ont modifié complètement la façon, la vision des opérateurs qui se sont dit on ne peut plus compter sur le port pour stocker nos marchandises, on ne peut plus se ramasser des surestaries et des magasinages et on ne peut plus se ramasser de la détention conteneur. Je vous informe que je suis le père fondateur de la détention conteneur en Côte d'Ivoire quand j'étais directeur d'exploitation de MSC. Parce que je me suis rendu compte simplement que les opérateurs avaient transformé nos conteneurs en magasins de stockage. Je dis, si je ne gagne pas de l'argent sur la mer, avec des tarifs de fret très bas, eh bien, je vais gagner de l'argent sur la terre. Et c'est comme ça que j'ai mis en place ce dispositif. Parce que je m'étais rendu compte chez certains de nos clients que nos magasins et nos conteneurs étaient transformés en de véritables magasins. Et ils revenaient au bout de 5-6 mois négocier des rabais pour qu'on leur donne nos conteneurs pour faire du stockage. Donc, il y avait un réel besoin. Et c'est pour cela que je redonne la parole à Mme Fanta Tangara pour nous expliquer un peu quelles étaient les forces et les faiblesses, les avantages de ce dispositif-là, de cette nouvelle configuration au niveau de la supply chain maritime et pourquoi aujourd'hui des sociétés comme Agility se sont infiltrées pour nous offrir quelque chose de superbe. On va lui redonner la parole. Elle va nous donner d'abord qu'est-ce qu'elle pense de cette nouvelle configuration. Est-ce que c'est cette configuration qui a motivé l'installation de Agility en Côte d'Ivoire? Oui, tout à fait, Rodrigue. Mais avant toute chose, je tiens à expliquer un petit peu l'importance en fait d'un entrepôt pour une entreprise. Vous me direz peut-être oui, c'est juste pour stocker, mais un entrepôt est comme un régulateur en fait pour une entreprise. C'est l'entrepôt qui permet à l'entreprise de pouvoir voir s'il peut réduire, augmenter ses flux. Et donc, c'est en tenant compte de cette importance-là qu'on se rend compte de la problématique, en fait, que rencontrent les entreprises actuellement. Donc, on se retrouve face à une situation où on a une forte demande. Après tout ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, il y a une forte demande face à une offre qui est faible, autant en quantité qu'en qualité. Il y a des entrepôts sur Abidjan, bien effectivement,
mais excusez-moi, mais pour moi, c'est pas des entrepôts, c'est des hangars. C'est 4 murs avec la tôle et les entreprises recherchent de plus en plus la qualité et ne peuvent plus se permettre de stocker leurs marchandises dans des locaux où ils peuvent avoir des problèmes de fuite d'eau, de vol et autres. Donc voilà, donc il y a ce point-là. Il y a également le fait que les entrepôts sont localisés un petit peu partout sur Abidjan, avec une forte concentration sur la zone portuaire, la zone industrielle de Yopougon et de Koumassi également. On n'a pas vraiment de zone dédiée à la logistique, comme on peut en voir un petit peu partout dans le monde. On a ensuite le problème de l'accès aux fonciers sécurisés. Donc, les entreprises de plus en plus, les PME sont frileuses, ne veulent pas prendre le risque en fait d'aller acheter un terrain et après se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui sont également sur le coup, qui ont acheté le terrain. Ils sont 2-3 personnes et qu'est-ce qu'ils font? Donc, et à côté de ça, c'est coûteux, comme tu as pu le dire. On a également un problème d'investissement. Investir dans ce genre de projet-là, c'est assez lourd. Et donc, du coup, c'est un peu difficile pour les PME qui veulent s'installer d'investir en fait autant sur ce type de projet-là. Donc, je prends un exemple. Nous, à Agility, on a déjà construit 27 000 mètres carrés d'entrepôts. On en a eu pour à peu près 20 milliards de francs CFA. Pour un coût de construction de 300 000 francs à peu près le mètre carré. Et donc, pour dire que c'est pas quand même, c'est pas donné. Et enfin, on a de plus en plus d'entreprises qui veulent se recentrer sur leur cœur de métier. Donc, une entreprise qui produit de l'huile, qui produit du lait, son métier n'est pas de faire de la logistique ou de construire des entrepôts. Donc, oui, le besoin est là et oui, l'investissement peut se faire pour des entreprises qui veulent prendre le risque en fait prendre le risque sur tous les points que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc voilà. Ok. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous faire partager votre écoute d'expérience au moment où Carrefour Retail s'installait en Côte d'Ivoire? Merci Rodrigue. Alors l'installation de Carrefour en Côte d'Ivoire, donc la première ouverture c'était le centre commercial Place à Marcory en 2015. Donc on imagine bien que les premières études de marché et les premiers contacts qu'on avait eus avec les autorités ivoiriennes se sont faites en 2006. Si je ne me trompe pas. J'étais témoin. En 2006. Et pour le cas de Sephora Retail, donc la grande distribution qui était à ce moment-là un secteur d'activité où il y avait même pas 5 acteurs majeurs positionnés sur ce secteur d'activité-là. Donc on n'était pas les précurseurs, mais on arrivait quand même sur un marché qui était en démarrage. Et la première question pour une entreprise, peu importe son secteur d'activité, c'est déjà, est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je sous-traite? Donc, le make or buy, c'est déjà une première problématique à laquelle il faut répondre. Et ça, c'est en fonction du contexte et des opportunités qui se présentent sur le marché. À ce moment-là, l'entreprise fait un choix. La deuxième problématique, c'est la localisation. Tout à l'heure, tu disais et Fanta également sur les solutions logistiques. On n'a pas tellement beaucoup de choix quand on décide d'opérer sur une ville comme Abidjan qui était déjà en chantier et sur laquelle on voyait aussi tous les chantiers qui allaient arriver. Certains ont déjà apparu 10 ans après. Et la localisation reste un vrai défi pour un entrepôt, pour une logistique, parce que c'est ça qui conditionne tout ce qui est autour. Il y a déjà le coût au mètre carré, il y a le transport entre le port et cet entrepôt-là, en fonction de si on est proche du port ou pas. Et après, il faut redistribuer tout ça à nos clients internes ou nos clients externes. Et ça aussi, ça a un coût. Donc la localisation est un vrai défi. Donc pour notre cas, on est arrivé sur un marché où les entrepôts
Donc, oui, je rejoins un peu ce que Fanta disait, où c'est majoritairement des hangars. Dans le langage abidjan même, on entend magasin, parce que les gens, ils disent pas entrepôt, ils disent magasin, parce que justement, la solution, elle est restée assez rustique, où on a une dalle, du bardage et une tôle. Donc, dans ce contexte-là, dans notre cas, nous, pour aller un peu plus vite dans notre expansion, on a fait le choix de faire nous-mêmes, parce que déjà, l'offre, elle était assez pauvre. Et aussi, on se dit, confier cette expertise-là à un opérateur qui n'a pas l'expérience de la grande distribution, qui est un domaine assez spécifique, peut être à risque. Donc, on a pris l'option de faire nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, notre entrepôt, il est géré en propre dans la zone de l'aéroport. On a accompagné derrière par des prestataires qui nous ont vu grandir et avec lesquels on a grandi aussi. Ce sont des acteurs majeurs de la logistique en Côte d'Ivoire. On a entendu parler de Centaure Routier, il y a Bolloré, il y a Logis, il y a pas mal de petites PME, vu que c'est la politique aussi du groupe Carrefour de pouvoir avoir une partie de son activité en local. Donc ça a permis ensemble de partager déjà l'expérience internationale qu'on a pu avoir dans différents pays et de partager ça avec des prestataires sur place, pouvoir écrire un cahier des charges qui est assez adapté à l'environnement ivoirien. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir déployé ces solutions-là sur différents pays, pour nous, le copier-coller ne fonctionne pas. C'est voir des solutions qui peuvent être super développées, super carrées et qui peuvent, en termes de débit, en tout cas, produire des volumes assez énormes. On est sur un marché où les choses sont en train de se construire, où Fanta disait tout à l'heure, les investissements sont assez lourds. Donc, pouvoir convaincre un investisseur ou une entreprise de pouvoir y aller dans ce secteur-là, il faut déjà prendre certaines mesures, être sûr que la solution qu'on est en train de développer est adaptée déjà au marché et aussi aux contraintes de l'entreprise. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles on a fait le choix de démarrer par nous-mêmes. Et 7 ans après ou 8 ans après, cette décision-là peut être remise en cause parce que, comme je disais tout à l'heure, le marché, il a grandi. Les prestataires ont gagné en expertise et on reste en constante réflexion de savoir si on continue de le faire par nous-mêmes ou si on décide de faire confiance à ces différents prestataires-là. Mais le fait de dire déjà de pouvoir déployer des solutions où on est sur des volumétries ou des forts nombres d'articles et de référentiels à traiter et être à un point où on est encore en réflexion de se dire est-ce qu'on fait nous-mêmes ou est-ce qu'on confie à quelqu'un d'autre, ça démontre aussi le fait que ce secteur-là n'est pas assez développé, ne répond pas à toutes les demandes que les entreprises peuvent avoir en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une réelle opportunité pour des investisseurs ou pour des entreprises immobilières de décider de se spécialiser dans ce secteur-là parce que pour pouvoir avoir un marché qui se développe assez rapidement, il faut être bien organisé en termes de back-office. Et la logistique, c'est pour nous le meilleur outil pour aller plus vite dans l'expansion en Côte d'Ivoire. Merci. Fanta, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience en tant que provider de la solution TRI for PL? Quels sont les réels? Est-ce que c'est une réelle opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire dans le cadre du schéma du 3PL ou 4PL? Alors, je dirais oui, parce que les résultats sont là. Alors, nous, on a 27 000 m² qui sont quasiment tout le temps pleins. Donc, et à côté de ça, j'ai toujours des demandes encore plus grandissantes. En général, nous, quand on investit, en fait, sur une première, parce qu'on construit par phase. C'est-à-dire que quand on investit sur une première phase, en général, on arrive à entamer la construction de la seconde phase quand on a rempli la première à 50%. Mais moi, en général, j'arrive à remplir la première dès que c'est prêt.
Donc du coup, j'ai une période de construction d'1 an et demi, donc je dois attendre encore 1 an et demi. À côté de ça, il y a des clients qui attendent, qui en ont besoin. Donc ça confirme vraiment que le besoin est là. Alors, un autre retour, c'est que on arrive en fait à accompagner les entreprises dans leur croissance et dans leur installation. Donc, je prends un exemple. J'ai une entreprise, un client qui est dans la commercialisation de produits vétérinaires. Ils avaient un site en zone 4, une villa, ils ont aménagé des espaces pour stocker, mais ça ne suffit plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont tournés vers nous. On a signé un contrat de 10 ans parce qu'ils se disent qu'ils vont évoluer, ils vont croître et ils vont le faire en étant chez nous. Et à côté de ça, j'ai pas mal d'entreprises aussi qui s'installent, qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas envie de faire face en fait à toutes les tracasseries administratives qu'il peut y avoir, d'achat de terrain, de construction. On les accompagne, ils prennent des espaces chez nous. En général, ils arrivent à domicilier leur entreprise chez nous. Donc, ils ont leur bureau sur place, ils ont leur stock sur place. S'ils veulent faire de la transformation à côté aussi, ils ont la possibilité de le faire. Donc, voilà. Donc, on arrive, nous aussi, avec un peu plus d'expérience, à nous adapter au marché en fait ivoirien. C'est vrai que quand on est arrivé au début, vu qu'il y avait rien, donc je dirais pas qu'on a fait un petit peu à tâtons, mais on s'est basé sur une petite étude qui n'était pas vraiment claire, mais au fur et à mesure qu'on avance, on arrive à adapter notre besoin. On a commencé par la construction d'entrepôts de classe A, c'est-à-dire des entrepôts d'une certaine qualité, qui sont beaucoup plus adaptés pour des entreprises de distribution, des entreprises de FMCG et autres. Après, on s'est dit, mais est-ce que le marché ivoirien est-ce qu'on n'a que ce type de clients dans le marché ivoirien? Non, on a des entreprises de commodité, on a des industriels. Donc, on a pensé à un autre produit qu'on a appelé des entrepôts de classe B, qui ont une qualité un petit peu en dessous, mais qui restent quand même aux normes internationales pour ce type de clients-là. Donc, c'est pour dire qu'on essaye en fait à chaque fois de proposer quelque chose de nouveau. On va sûrement peut-être développer des zones commerciales aussi, parce que dans la zone du PK26, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de banque. Donc voilà, c'est pouvoir en fait créer un environnement pour les entreprises, c'est-à-dire que quand ils sont sur le site, qu'ils puissent avoir toutes les commodités à côté. Donc vous allez me dire, oui, tout ce que j'ai dit là, c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu d'inconvénients? Je vous dirais oui, parce que alors on a quand même un retour sur investissement qui est assez long. On parle d'une vingtaine d'années. On a une lourdeur administrative. Je vous disais tout à l'heure en fait qu'on a à peu près 1 an et demi de délai pour construire un entrepôt. Si à côté de ça, pour avoir un permis de construire, je dois attendre des mois, 6 mois, 1 an, c'est le consommateur ivoirien qui est un petit peu dans les problèmes. Donc, avec ça, on a aussi la gestion du patrimoine, ce qu'on appelle le facility management. C'est vrai qu'on construit des entrepôts, mais il faut pouvoir les entretenir. C'est un métier à part. Donc voilà. Et enfin, j'ai également un problème qu'on peut rencontrer quand on fait de l'immobilier, c'est les retards de paiement. Donc quand on a des clients qui ne payent pas, c'est pas comme en allant au supermarché, bon, il n'a pas d'argent, bon, il récupère pas sa bouteille de lait ou d'huile. Moi, le client, il est déjà dans mes entrepôts, il paye pas. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu compliqué. On a également la procédure juridique pour l'expulsion qui est coûteuse et qui est très longue.
Donc voilà un petit peu le constat que je peux faire par rapport à ce domaine-là. Oui, l'investissement, l'opportunité est là. Oui, il y a quoi faire, mais bon, il y a quelques inconvénients dont il faut tenir compte. Après, si on est prêt à prendre ce risque-là, oui, ce serait bien de venir dans ce domaine-là. Ok. Je voudrais rebondir en même temps sur le même sujet et poser aussi la question à Alexandre. Qui, lui, il gère en propre son entrepôt. Vous gérez pour des prestataires, en fait, des opérateurs qui viennent chez vous. Est-ce qu'il y a la possibilité de penser à une forme d'uniformisation et de codification des prestations qui se font dans ce type d'entrepôt? Je pense que la réponse est... Bon, ma réponse, elle sera simple. Enfin, si demain je suis un nouvel acteur et que je suis un nouveau concurrent de Fanta et que je viens la voir pour elle qui a démarré sur un marché où elle disait tout à l'heure où il n'y avait personne et que je lui demande qu'on puisse s'allier pour essayer de trouver une certaine normalisation ou unification, on peut l'appeler comme on veut, ou association, elle serait un peu frileuse parce qu'elle a déjà développé ou acquis une certaine expertise qu'elle a réussi à vendre à ses clients et je pense, mais après, c'est un avis personnel que je partage, je pense que le marché, il est pas assez mature à aujourd'hui pour penser à aller vers ce type de décision parce qu'il y a une certaine concurrence. Et une fois qu'on arrive sur ce secteur-là où déjà on va poser un entrepôt, pour faire simple, des services autour comme Fanta vient de nous l'expliquer, et il y aura aussi toutes les solutions annexes, donc le transit, le transport, la maintenance de ces entrepôts-là, les assurances, tout ce qui peut aller dans l'exploitation quotidienne de ces bâtiments-là. Et je pense que l'aspect concurrence fait que pour l'instant, faut certes essayer de cadrer tout ça, parce qu'il faut déjà que soit les services publics mettre un peu plus la main dedans parce que c'est le cas, mais c'est fait de façon séparée. Donc on a un fort, on a des organisations sur la partie transport, des organisations sur la partie transit, mais sur l'aspect supply chain dans son ensemble, on connaît à l'étranger le Supply Chain Council, l'ASLOG qui est devenu France Supply Chain aujourd'hui, ce genre d'organisation qui travaille justement sur la production ou l'accompagnement dans ce type de projet qui, pour moi, sont un peu, c'est un peu trop tôt en Côte d'Ivoire, en tout cas, pour y aller. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de mieux codifier cela? Parce qu'après, ça va devenir compliqué. Vous avez cité des organisations telles que l'ASLOG et la Supply Chain Council et autres. Est-ce qu'il ne serait pas opportun en Côte d'Ivoire de s'appuyer sur ce type d'organisation? Parce que moi, ma crainte aussi, jusqu'à présent, le retour d'expérience que je peux faire, c'est que c'est un secteur en plein développement. Est-ce que ça ne va pas donner lieu à l'émergence d'une certaine anarchie dans la facturation même des prestations et autres? Je suis d'accord. C'est comme je disais, on démarre tous. Enfin, on démarre tous 5 ans ou 10 ans dans la vie d'une entreprise. C'est pour nous le démarrage, c'est peu. Et pour revenir par exemple sur France Supply Chain, qui récemment a ouvert un chapter à Abidjan. Donc ça se construit. Donc il y a le chapter France Supply Chain, il y en a 3 en Afrique. Il y en a un en Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième est au Maroc pour le Maghreb, et je crois que le dernier doit être en Afrique du Sud si je me trompe pas. Donc ce chapter-là, il est construit en Côte d'Ivoire. On a des rencontres justement où on partage nos expériences, nos problèmes, où on est plutôt au stade de trouver des solutions à des problématiques à court et à moyen terme. C'est vraiment ça les enjeux actuels. Et une fois qu'on pourra répondre à toutes les problématiques immobilières et techniques, à ce moment-là, la réflexion pourra venir sur le fait de se dire, essayons maintenant de cadrer tout ça. Mais on est clairement conscient qu'il
que de toutes les façons, à partir du moment où le marché sera mature, va falloir avoir ce type d'organisation-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est fait de façon parallèle avec France Supply Chain. Ok. Moi, je souhaiterais rebondir sur le même sujet rapidement. Oui. Je pense que, comme il a dit, le marché n'est pas mature, mais pour moi, à défaut de travailler sur une codification, on peut travailler en synergie. Moi, par exemple, je suis que sur un maillon de la chaîne. Sur la supply chain, on a le fret, on a le transit, on a l'entreposage, on a la distribution, on a le transport. Quand je suis que sur l'entreposage et je suis spécialisée sur ça et je souhaite pas faire pour le moment autre chose. Mais quand j'ai un client qui vient qui me dit je veux prendre des entrepôts chez vous mais je souhaite quand même avoir un service logistique, donc je lui dis pas non, je peux pas. Je lui dis ok, moi je pourrais pas le faire mais je peux vous proposer un prestataire qui est déjà sur le site. Donc on est parti en fait pour un coup de pub pour Centaure Routier encore une fois. Donc en général je leur dis Centaure Routier est déjà sur place, ils font déjà la logistique pour un de mes clients. Donc allez-y vers eux. Donc j'arrive à voir ce client là, tout le monde est content, le client est content, moi je suis contente, Centaure Routier est content. Donc c'est important en fait qu'on puisse travailler en synergie parce qu'on peut être sur on peut pas être sur tous les maillons de la chaîne. On peut le faire, mais on peut pas être bon partout. Donc pour moi, je pense que le début déjà de cette peut-être à la longue codification, c'est déjà de pouvoir commencer à travailler en synergie. Ok. Et pour conclure un peu, est-ce que si on se pose la question aujourd'hui, est-il vraiment intéressant d'investir dans l'actif immobilier logistique en Côte d'Ivoire à ce jour? Tout à fait, je pense que j'ai répondu à la question je je vous repose la question parce que je vois beaucoup d'intérêt dans la salle pour certains et c'est pour ça que je repose la question. Oui, non, aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant d'investir dans ce secteur de la logistique, des actifs logistiques en Côte d'Ivoire? Je confirme que c'est intéressant. Après, tout à l'heure, j'ai parlé la demande est là, le besoin est fort, ça c'est clair. Et je pense que ça sera comme ça pour un bon moment. Après, j'ai énuméré aussi quelques contraintes dont il faut tenir compte. Moi, malgré ces contraintes-là, j'ai quand même un retour de mes clients qui est assez positif et puis prometteur. Donc, je veux dire, quand un client me dit avec vous, j'ai une certaine flexibilité, c'est-à-dire que je lui donne des entrepôts standards, mais je peux quand même, comment on appelle ça, faire de la modification pour lui. Quand il veut augmenter son espace, il peut augmenter. Donc, au fur et à mesure que son besoin évolue, il peut évoluer en prenant un peu plus d'espace. Ou, à contrario, si il a quelques soucis, que ses besoins diminuent, il peut diminuer. Ce qui n'est pas le cas s'il est ailleurs. S'il a 1000 mètres carrés et qu'il souhaite 3000 mètres carrés et que sur place, il y a pas d'espace, il est obligé de partir à un autre endroit, de tout le temps déménager, où il est obligé de partir de prestataire en prestataire. Merci. Donc voilà. Merci Fanta. Aujourd'hui, le résumé que je peux faire, c'est que aujourd'hui les forces de ces offres, ces nouvelles offres et ces nouvelles structurations au niveau des actifs immobiliers, c'est que ce sont des offres très souples, modulables avec une facturation maîtrisée. Il y a des solutions de palette services complémentaires à la demande. Tout à l'heure, Fanta disait, il m'a pris 500 mètres carrés, demain il veut 1000 mètres carrés, je module tout de suite la solution et je lui donne. Ça offre aussi une possibilité d'externalisation complète des prestations logistiques et de sa supply chain exécutive. Donc ça permet aujourd'hui aux organisations de se concentrer sur leur cœur de métier. Je ne fais pas autre chose que ce que je sais faire. Je vends. La partie logistique est confiée à un prestataire spécialisé. Notre avantage, c'est que ça évite les gros investissements immédiats en infrastructure au démarrage de ces activités. Aujourd'hui, l'expérience nous montre que beaucoup d'entrepreneurs se sont scratchés au départ.
simplement parce que les lourds investissements en immobilier ont été mal maîtrisés. Très souvent, dans nos entreprises, nos PME, des financements du court terme ont servi à financer du long terme. Et ça a été la catastrophe au démarrage. Et un autre aspect, c'est que ça permet aux entreprises, comme je le disais tout à l'heure, de se concentrer sur leur cœur de métier et puis d'avoir l'opportunité de tarifs préférentiels négociés. Tout à l'heure, Fanta disait, c'est fonction de ce que le client tel qu'il se présente. Donc, il y a des possibilités de négocier des tarifs adaptés à la croissance de votre entreprise, à votre volume d'activité et autres. Le point concernant la faiblesse de ces offres, c'est que ce sont des offres de stockage et d'entreposage pas trop suffisants. Ça veut dire que il y a d'énormes opportunités pour de nouveaux entrants dans ce secteur d'activité. La demande est très forte. Si vous prenez aujourd'hui, je prends toujours l'exemple de la société Centaure Routier parce qu'on a vu grandir cette société et on a vu comment elle a changé de métier à l'intérieur et d'avoir une forte croissance depuis là où on habitait, juste à Makori, derrière les Centaures Routiers. C'était, pour mon expérience d'enfant, on allait tuer les petits oisillons là-bas. Aujourd'hui, Centaure Routier est devenu une société qui a changé complètement de métier. Et puis, il y a un avantage, c'est qu'il y a une disparité de la tarification. Pour les quelques acteurs qui sont sur place, vous allez chez Centaure Routier, ils ont les tarifs. Vous allez chez les autres, Agility, ils ont les tarifs. Donc, ça donne vraiment une nette opportunité aux opérateurs ivoiriens d'essayer ces opérateurs, mais surtout aux investisseurs d'investir dans l'actif immobilier, industriel et logistique. On va vous donner l'opportunité de poser vos questions à nos deux panélistes pour qu'ils puissent vous apporter des détails au cas où vous avez des questions. Merci. Merci. Bonjour, je suis Rudolf Bella. Je suis Senior Director chez Africa 50. Africa 50 est une plateforme d'investissement qui est spécialisée dans les infrastructures. Et donc, nous existons depuis à peu près 7 ans et en 7 ans, on a pu déployer plus de 5 milliards de dollars sur l'ensemble du continent africain, à la fois 5 milliards, donc le total de nos fonds propres et des lignes de crédit qu'on a pu mettre sur ces projets d'infra. Pour le sujet qui nous intéresse, sur cette classe d'actifs en particulier, alors je comprends de l'intervention, des différentes interventions des panélistes et du modérateur qu'il y a une vraie opportunité sur cette classe d'actifs-là. Agility et CFAO Retail sont des structures qui ne sont pas ivoiriennes, quelque part. Et donc, ce sont des structures qui sont successful, donc tant sur les autres pays que sur la Côte d'Ivoire pour les projets qu'elles ont déployés. Et en tant qu'investisseur, j'avoue que je n'ai vu que passer très peu de projets portés par des opérateurs ivoiriens sur cette classe d'actifs. Donc, et c'est dommage parce que l'argent est là, l'argent est disponible, nous sommes prêts à déployer de l'argent pour adresser ce sujet-là de stockage, d'entreposage. Mais des structures comme Agility et puis CFAO Retail n'ont peut-être pas besoin de notre argent. En revanche, les opérateurs ivoiriens ont peut-être besoin de notre argent. Donc, je suis curieux de comprendre de votre point de vue, à vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de projets en fait sur cette classe d'actifs en particulier et pour Agility et CFAO Retail, si vous aviez des conseils à donner à certains opérateurs ivoiriens qui souhaiteraient se lancer et développer ce genre de projet, quels seraient ces conseils-là? Merci. Alexandre? Merci pour votre question. Oui, c'est vrai que sur le marché actuel, on n'a pas non plus on n'a pas beaucoup. Il y en a, on n'a pas beaucoup, que ce soit sur la partie entreposage et même sur la partie distribution, si on veut parler notamment du côté retail.
Il y a des projets ivoiriens. Je pense que le numéro 1 de la grande distrie en Côte d'Ivoire, c'est le groupe Carré d'Or, qui est porté par des Ivoiriens. Mais derrière, moi, je vais tout de suite aller sur les conseils, parce que sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'acteurs. Je pense qu'il y a à la fois le volet historique, où c'est des métiers où, au départ, les Ivoiriens étaient beaucoup orientés sur tout ce qui était services et fonctions publiques. Là, on est sur des aspects assez techniques. Donc, le premier point, c'est la formation locale sur ces métiers qui demandent une certaine expertise, que ce soit sur le transport. Si je prends le cas du transport, où il y a beaucoup d'acteurs informels, si on prend le cas des chauffeurs, je pense qu'on peut tous regarder dans la ville d'Abidjan combien de camions écoles on voit qui forment des chauffeurs au permis de conduire. Moi, personnellement, j'en vois pas, mais je vois des camions rouler. On peut se poser la question, tous ces chauffeurs qui conduisent ces camions, qui vont au Burkina, des gros investissements qui sont confiés à ces personnes-là, où est-ce qu'elles ont appris à conduire. Donc, je pense que le premier point, c'est la formation, déjà. On est sur un secteur d'activité où la formation, que ce soit en termes de formation initiale ou de formation professionnelle, ça n'existe pas. Sur le volet grande distribution, on a, dans le cadre de CFAO, poussé nous-mêmes l'école de la grande distribution avec le ministère de la formation professionnelle, où on a dû voir tous les acteurs de la grande distribution, plus le ministère, pour essayer justement de former les jeunes Ivoiriens à nos métiers, qu'on puisse prendre en stage et les embaucher derrière. Et je pense que généralement, c'est lorsqu'on a la connaissance d'un métier, que ce métier-là nous intéresse, que demain, on peut décider d'investir là-dedans. Donc déjà, on est à ce stade, j'ai envie de dire, embryonnaire, où les Ivoiriens sont en train d'apprendre. Un groupe est en train d'apprendre parce qu'il a tout de suite senti l'opportunité. L'autre groupe, c'est maintenant qu'il se dit « Ah oui, c'est peut-être intéressant d'y aller ». Et je reste convaincu que le constat ne sera pas le même dans quelques années, parce que ça sera Fanta, ça sera Rodrigue, ça sera peut-être moi ou d'autres personnes qui sont derrière, qui viendront vous voir avec des projets ivoiriens. Mais pour terminer, c'est que le conseil que je peux donner, c'est vrai que en opération immobilière, ça peut être lourd. En gestion quotidienne, la Côte d'Ivoire en chantier, on n'a pas souvent l'expertise pour la maintenance, réparer des bâtiments, les expertises en assurance, les normes internationales, tout ça, on a des bâtiments qui ne sont pas aux normes. Donc, ce qui fait que se lancer peut faire peur au départ, mais je reste convaincu qu'à partir du moment où le marché va grandir, il y a un intérêt qui sera suscité auprès des jeunes Ivoiriens pour justement construire des projets. Ok, je voulais rajouter, je voulais rajouter qu'il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'acquisition du foncier, qui est un obstacle très souvent à l'investissement dans ce domaine. En tant que consultant au cabinet LSCC, où nous avons accompagné des entreprises, je peux vous dire que le retour d'expérience, j'ai piloté un projet pendant 4 ans. On a mis 4 ans et demi à obtenir un ACD d'un terrain au kilomètre 26. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui a créé la SOGEDI, je pense. Est-ce qu'ils ont pu recruter pour finir le directeur général? Il y avait un appel à candidature. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu pour finir. Mais c'est un réel problème. 4 ans et demi pour obtenir un ACD. Pour un investisseur qui a envoyé pratiquement 13 milliards, qui est resté sur un compte bancaire, j'ai été convoqué au moins 4 fois à la commission de la BCAO pour justifier ce fonds qui ne bougeait pas. Pour un opérateur qui voulait investir en Côte d'Ivoire, au kilomètre 26, construire un entrepôt. C'est maintenant que le terrassement a commencé par le groupe Colas. Voici un exemple. C'est un opérateur ivoirien, 100%. Il a mis 4 ans et demi à obtenir un ACD. Alors, imaginez-vous combien de temps il va mettre pour obtenir le permis de construire. Ce sont des facteurs à la fois endogènes, exogènes, qui ne militent pas du tout en faveur
d'investissement. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la création de la SOGEDI, je pense que le ministère de la Construction va faciliter l'acquisition sécurisée de ces terrains et que ces actifs-là seront sécurisés. Parce que, imaginez-vous, on ne peut pas mettre 20 milliards dans un investissement quand on n'est pas sûr que quelqu'un ne va pas sortir du néant pour venir contester votre titre foncier. Voici un des problèmes qui fait qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de réels et sérieux problèmes. Moi, je pense, à mon humble avis, par rapport à mon retour d'expérience. Fanta, compléter. Moi, je dirais oui, il y a un problème de lourdeur en termes d'investissement, effectivement. Mais après, pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi, il y a pas vraiment d'accompagnement sur ce type de financement-là. On en parlait hier. Mais moi, je vais au-delà de ça parce que je me dis c'est également aussi un petit peu un problème de vision. Et je pense que le fait qu'une entreprise comme Agility soit implantée, on doit pouvoir, entre guillemets, copier. Un particulier n'aura peut-être pas forcément les mêmes moyens financiers qu'Agility parce que nous, on s'autofinance. Mais on peut commencer par quelque chose de petit, même si c'est un entrepôt de 4 murs et un hangar, on peut faire en sorte qu'il soit propre, qu'il soit sécurisé, qu'il soit à minima aux normes. Je pense qu'en commençant comme ça déjà, on commence c'est en commençant petit à petit qu'on arrive à faire quelque chose de grand. Donc pour moi, il faut déjà un début. Mais ce début-là, je pense que avec Agility, on pourra peut-être donner un petit peu une idée à certaines personnes, mais effectivement, il y a de quoi. Merci, Fanta. Je donne toujours l'anecdote, et puis le temps va vous passer la question, le temps. Une anecdote que je racontais à Fanta. Des amis se sont mis à investir 360 millions dans un immeuble parce qu'ils veulent investir dans l'immobilier. Et puis, ce même groupe d'amis prend 2000 mètres carrés quelque part à Bingerville et ils font un super hangar. 4 murs, une charpente et puis une tôle. Mais je vous assure que le compte d'exploitation de ces hangars est nettement meilleur que l'immeuble R+4 qui a été construit. Qui est beau, tout le monde le voit, il est très beau. Avec ce que cela a comme incident en termes d'impayés, de loyer d'habitation. Et puis, ces 4 murs là, avec la tôle, une charpente là, a un taux de rendement, de retour sur investissement, où il n'a même pas coûté plus de 120 millions, qui est nettement meilleur. Voici à cette échelle-là un exemple palpable de ce qui peut être fait pour toutes nos petites et moyennes entreprises et très petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Notre ami voulait poser une question, oui. Bonjour à tous, Franck Hilaire Ayekoué, Real Estate Development Officer chez Amondla Capital Real Estate. Ma question était relative au taux de rendement sur ce type d'actifs. On est tous avertis de ce que vous dites et de ce qu'on entend, qu'il y a de bons rendements sur ces actifs. Aujourd'hui, pour vous, Agility, qui est exploitant sur le marché, Agility, qui est exploitant sur le marché, à quel type de rendement moyen on atterrit sur ce type d'actifs? Et secondo, est-ce que vous accompagnez, vous avez la capacité d'accompagner des porteurs de projets dans toute la partie technique, conseil pour réaliser ce type d'investissement? Et en troisième point, est-ce que vous pouvez gérer de l'exploitation pour des gens sont propriétaires des murs d'actifs tertiaires de ce type-là, d'actifs industriels de ce type, et vous en êtes les exploitants? Est-ce que c'est un modèle qui est chaud? Voici mes 3 questions. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai qu'au démarrage, les rendements sont un petit peu faibles. En ce moment, on doit tourner à peu près autour de 7%. Mais comme j'ai dit, on a un retour sur investissement
sur 20 ans à peu près. Donc, faut être patient. Donc, la deuxième question, c'était... Alors, en termes de conseils, moi, en tant qu'Agility, non, mais j'ai par exemple la structure qui fait la construction de mes entrepôts, qui est une filiale sœur, qui peut peut-être accompagner des entreprises sur ce genre de projet, conseil, construction même pour eux. Et en dernier, non, je ne fais pas de l'exploitation. Donc, pour le moment, je suis que spécialisée sur la location. Je suis comme un bailleur et puis son locataire. Voilà. Après, pour l'exploitation, je vais vous renvoyer vers des entreprises de logistique. Et justement, sur la dernière question, la partie exploitation, c'est que il y a 5 ans, quand il y a eu la zone industrielle de Yopougon, il y a eu le remblai à Vridi sur la zone portuaire, où il y a pas mal d'entrepôts qui ont poussé. Et les solutions, les entrepôts qu'on avait étaient vraiment des bâtiments et qui étaient mis à la location de certains opérateurs. Et le truc, c'est que oui, l'investissement immobilier, le coût au mètre carré, la localisation, comme on a pu l'expliquer tout à l'heure, ça peut attirer certaines entreprises. Mais après, c'est la qualité du service qu'on peut avoir à l'intérieur du bâtiment qui fait rester. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont tout de suite vu cette opportunité-là et l'offre s'est un tout petit peu inversée. C'est qu'elles ont réussi à signer des partenariats, donc des sociétés immobilières qui ont réussi à signer des partenariats avec des prestataires pour exploiter le bâtiment et même des transporteurs. Donc, il y en a qui ont réussi à se mettre à 2 ou à 3, à la demande soit du client ou à la proposition de ces trios-là pour justement venir proposer une solution clé en main où un opérateur économique peut arriver en disant « Moi, je veux un entrepôt, je veux toute la cartographie, le dimensionnement à l'intérieur. J'aimerais que vous gérez l'intégration de la solution informatique qui va faire tourner tout ça, que vous gérez le transport et un cahier des charges défini de bout en bout. » Donc ça, aujourd'hui, ça existe. C'est vrai que, comme Fantal disait, c'est entre guillemets un mariage à 2 ou à 3. Mais c'est exactement ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure en disant que le copier-coller ne fonctionne pas. Aujourd'hui, pour nous, en tout cas, c'est un modèle qui ailleurs peut faire peur parce qu'on se dit il y a trop d'acteurs et à la fin, à qui faire confiance, tout ça. Mais sincèrement, en Côte d'Ivoire, ça marche. Nous, je ne les citerai pas, mais on a des concurrents qui sont sur ce modèle-là. Oui. Et ça fonctionne. Donc après, soit le client se renseigne sur voilà le prestataire transport avec lequel j'aimerais travailler, voilà l'entreprise immobilière avec laquelle j'aimerais travailler, voilà le transitaire avec lequel j'aimerais travailler. Et je vous garantis que ces trois-là ne s'interdiront pas de se parler par derrière pour pouvoir proposer une solution unique à une problématique qui peut être posée. Merci. Je pense que nous avons fini. En guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que il y a de réelles opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est un secteur qui va aller de plus en plus croissant. Et nous invitons tout le monde, les uns et les autres, à réfléchir à cette réelle opportunité pour créer de véritables métiers de logisticiens, pour vous proposer des solutions intégrées, intelligentes, quand il faut, au moment où il faut et au moindre coût global. Je vous remercie. Voilà. Nous remercions également Monsieur Rodrigue Alia, directeur général logistique and supply chain consulting, modérateur de ce 8e panel. Nous remercions également nos panélistes, Madame Fanta Tangara, Country Manager Agility Business Park Côte d'Ivoire, et Monsieur Alexandre Kouakou, directeur organisation et supply CFAO Consumer Retail. On les ovationne encore très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous allons demander à nos panélistes et à notre modérateur voilà, de se mettre à disposition de nos photographes pour la photo de famille. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, je vais annoncer le prochain et dernier panel de cette matinée avant la pause.
Alors, thème, investissement immobilier, quel rendement les marchés nationaux et régionaux offrent-ils? Quelle attractivité? On aura comme modérateur Monsieur Keitan Karius, Madame Keitan Karius, directrice générale de Corlink. Et nous aurons 3 panélistes.